Bonsoir, professeur Linard. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être présent avec nous ce soir sur l'émission de Théovox Actualité. On l'apprécie grandement. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Ça me fait plaisir. Professeur Linard, vous êtes professeur de biochimie à l'Université de Québec à Trois-Rivières et vous avez été poursuivi, vous aussi. C'est incroyable, hein? Le professeur Patrick Provost a été poursuivi face à des audiences publiques et par l'Université Laval. Le docteur retraité Robert Béliveau est poursuivi par le Collège des médecins. Imaginez, il l'a dit ce soir, un grand-papa, un médecin retraité, on va l'écœurer chez eux pour des prises de position alors qu'il n'est même plus en pratique, alors qu'il n'est même plus sur le champ, sur le terrain à exercer la médecine. Et vous aussi, vous avez été poursuivi par votre ancien ordre professionnel, l'Ordre des chimistes du Québec, pour, selon eux, avoir porté atteinte à l'honneur de la profession. Et je rappellerai aux gens, alors que vous ne pratiquiez plus la biochimie clinique depuis 2016, j'aimerais aussi souligner aux éditeurs que vous aviez reçu notamment la médaille du mérite du Conseil interprofessionnel du Québec, qu'on appelle communément le CIQ, en septembre 2012. Vous aviez été honoré à l'occasion du colloque de l'Ordre des chimistes du Québec, ordre qui vous poursuit ou qui vous poursuivait l'année dernière et pour laquelle vous avez eu un procès l'année dernière. Qu'est-ce qui a poussé, professeur Linard, l'Ordre des chimistes du Québec à entamer une poursuite contre vous? La poursuite a commencé il y a bien longtemps parce qu'à un certain moment, avec Mme Henkel, elle avait ouvert un laboratoire d'analyse des allergies alimentaires, qu'elle appelait le LSIA, Laboratoire scientifique d'intolérance alimentaire, mais c'était plutôt les allergies alimentaires de type 3 retardées à IgG. IgG qui veut dire? Immunoglobuline G. OK. Okay. Et là, donc elle m'avait appelé pour diriger, pour être son directeur scientifique, pour améliorer le laboratoire, ouvrir d'autres analyses, etc. Et ça marchait très bien. On avait un rayonnement à travers le monde. On avait même des échantillons qui venaient de Singapour, donc qui traversaient toute la planète pour arriver chez nous. On avait des témoignages à tous les jours. Je vais faire court. Qu'est-ce qu'on faisait? On regardait la présence d'anticorps anti-différents types d'aliments, jusqu'à peu près 300 en gros, chez les individus. Donc on prenait un échantillon toujours sur une ordonnance médicale, donc il y avait des médecins qui prescrivaient une ordonnance médicale, on exécutait l'analyse et à ce moment-là, donc si on voyait des anticorps dirigés contre par exemple tel ou tel aliment, on conseillait, donc, parce que c'était un kit allemand qui conseillait de retirer cet aliment pendant un certain temps. Et on s'apercevait qu'il y avait énormément d'avantages. Beaucoup de gens qui avaient des problèmes de santé voyaient leur santé s'améliorer. Et on a même eu des témoignages où les personnes disaient que c'était miraculeux. Il y avait des personnes qui avaient dû quitter leur emploi, étaient mis en congé d'invalidité indéfinie et en désespoir de cause, on testait, on regardait et on a vu que ça marchait bien. Alors il faut savoir aussi que cette analyse qu'on faisait de doser la présence d'anticorps, anti-aliments, était appuyée par la littérature scientifique. Donc il y avait des principes qui avaient montré et qui sont toujours en développement. Donc on montrait qu'il y avait une base qu'on appelle un leaky gut syndrome, ça veut dire une hyperperméabilité du tube digestif, et puis d'autre part, cette hyperperméabilité provoquait, donc il y avait une rentrée de corps étrangers dans le système sanguin, et le système immunitaire voyait donc des protéines étrangères autres que le soi et déclenchait des anticorps. Et donc, des gens, en suivant, suite à l'analyse des recommandations, voyaient leur vie s'améliorer de façon extraordinaire. Il y en avait on avait des témoignages tous les jours. Et là, ça a commencé à ennuyer. D'abord, on a vu les médecins spécialistes, par exemple gastro-entérologues, immunologues,
rhumatologue qui avait écrit dans les journaux que c'était une analyse qui coûtait cher mais qui ne servait pas à grand-chose. Okay? Et ils ont commencé petit à petit à intimider, donc l'ordre des médecins cette fois-ci, à intimider leurs membres. Évidemment, quand vous êtes inspecté, une inspection professionnelle constante, et puis qu'on insiste, donc on vous dit voilà, donnez-moi les documents, le dossier des patients que vous avez prescrit une analyse d'intolérance d'allergie alimentaire de type 3 à IgG, tout de suite les médecins se sont rendus compte et en plus, le Collège des médecins avait publié que c'était une analyse qui ne servait à rien, que ça coûtait cher, c'était tout. Puis c'est ça qui vous a conduit à un procès de par non, votre... ça n'a pas été tout de suite. Alors, ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, les médecins du Québec ne prescrivaient plus cette analyse. Mais le laboratoire continuait à fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on avait une distribution, une reconnaissance non seulement américaine, mais donc dans les pays même en Asie. Et ça ne plaisait pas. Ça ne plaisait pas. Et puis, bon, le Collège des médecins ne savait rien faire directement contre moi. Et donc, à ce moment-là, ce que j'ai vu, c'est on a pu embêter les membres du Collège des médecins, mais moi, j'ai été embêté par mon collège, par mon ordre professionnel. Ouais. Et qui a commencé à investiguer et me dire pourquoi vous faites ces analyses, ce n'est pas supporté par la science. Je leur ai répondu avec des articles scientifiques. Et même, à un certain moment, donc, il m'achalait en quelque sorte, si on utilise ce terme-là, à me demander sans arrêt les requêtes médicales, les rapports et systématiquement des documents. Vous étiez devenu soudainement dans le collimateur. Oui, et il me demandait des quantités. Des fois, j'avais tellement de documents à fournir que je devais envoyer des clés USB entières. Ouais. Okay? Et là, à un certain moment, ils m'ont demandé l'ordre, même si je donnais des articles scientifiques, etc., eux, à un certain moment, ils avaient pris 2 experts que je ne connais toujours pas et qui avaient dit en 10 lignes, tout ce que vous dites, c'est faux. Okay? Et donc j'avais répondu, ils donnaient, ces experts de l'ordre des médecins, des chimistes, ne donnaient aucune référence scientifique. C'était des injonctions, ça c'est ça, ça c'est ça, c'est ça, donc tout ce que je disais c'était faux. Alors moi je leur ai répondu en arguant et en donnant plein d'articles scientifiques et sérieux, avec des comités de pairs, etc. Et puis ils ont continué à m'investiguer, et puis à un certain moment ils m'ont dit si vous continuez à faire ces analyses, on vous met en conseil de discipline. Et donc, moi, je continuais parce que les analyses étaient approuvées par Santé Canada. Je ne faisais pas de faute professionnelle. J'avais donc les plus hauts standards de fonctionnement des laboratoires, c'est-à-dire du Collège américain des pathologistes. Donc, c'est l'ISO 9000, mais très, très élevé. Et je pense qu'au moment où je les avais, je pense qu'il y avait 2 ou 3 laboratoires au Québec qui avaient cette exigence, cette reconnaissance. Donc d'ailleurs, si vous allez sur le CAP, on va voir que c'est très difficile de l'avoir, cette reconnaissance. Et là, par quelques temps plus tard, ce qui s'est passé, c'est que le directeur commercial, à un certain moment, a dit « On vient de perdre un client important parce qu'il y a un laboratoire en Arabie Saoudite qui a ouvert. » et donc qui a cassé ses bris. Et on pense que c'est dû au fait que les salaires des techniciens n'étaient pas les mêmes, il n'y avait pas les mêmes exigences sociales. Et donc, à ce moment-là, le directeur commercial a dit bon, on stoppe l'analyse. Mais professeur, sans aller dans tous les détails, ouais. Quel a été l'élément déclencheur qu'il y a par la suite? Parce que vous avez... Ça, c'était le balbutiement qui vous a emmené à avoir une goutte qui a fait déborder le vase pour que l'OCQ, dans le fond, l'Ordre des chimistes du Québec,
désire vous poursuivre à un autre niveau, là, jusqu'à aller à une autre étape par la suite. Quel a été cet élément déclencheur? Oui, mais déjà avec les analyses d'allergie alimentaire, Ouais. ils m'ont dit que si je continuais, j'allais aller en conseil de discipline. OK. D'accord? Mais comme le laboratoire avait fermé, ils m'ont mis toujours en suspens, mais ils m'ont toujours observé. Et j'étais sur le radar. Sur le radar. Et puis là, donc quand est arrivée la Covid, je me suis mis dans Réinfo Québec. Et puis là, je voyais bien qu'il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Mm-hmm. Et là, avant de rentrer dans Réinfo Québec, je m'étais retiré de l'ordre professionnel. Okay? Par vous-même, là? Par moi-même. OK. Vous aviez décidé de prendre un... Oui. Okay. Non, parce que je me disais, je me doute que je suis sous le microscope et qu'à tout moment, si je dis quelque chose qui va contre le narratif gouvernemental, je vais être pris. Vous le sentiez déjà à ce moment-là? Oui, je savais. Je savais Et puis, à ce moment-là, j'étais avec Réinfo Québec. Et puis, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont été, parce que je ne sais pas exactement pourquoi, mais ils ont été rechercher tout ce que j'avais dit avant, avant que je ne sorte de l'ordre. Donc, ce qu'ils avaient fait, ils avaient regardé d'un côté, parce que j'avais un blog où je parlais de plusieurs sujets, dont les vaccins. Okay, mais je parlais des insecticides, de la nutrition, de l'eau, du fluor dans l'eau, etc. Et les vaccins. Mais je parlais, mais je ne disais pas, je suis contre les vaccins. Non, je disais, faites attention, il y a, comme les médicaments, quand on donne des antibiotiques ou n'importe quel médicament, il y a toujours des effets secondaires associés à ça. Ouais. D'accord ? Ouais. Donc, je ne disais pas que ça valait rien du tout. Je disais, faites attention, il y a des effets négatifs qui sont importants. Et là, ils ont commencé. En plus de ça, ce que je faisais, c'était toujours dans un but d'éclairer mes étudiants, d'avoir un pouvoir critique. Oui, un sens critique. Un sens critique. Parce que au début du cours, en général, ce que je faisais, je montrais une acétate qui devait faciliter leur questionnement et leur pouvoir critique, systématiquement. Parce que je trouve que comme professeur, c'est toujours ça, on a des idées générales, on voit que tout va bien, puis tout d'un coup, en science, il y a quelqu'un qui tout d'un coup dit « Oui, mais regarde, je vois ça », qui remet tout en question un portrait. Et à ce moment-là, un chercheur, ce qu'il fait, et d'autres chercheurs vont se mettre sur ce point-là, vont dire est-ce que c'est une illusion ou bien c'est réel. Et à partir du moment où ça devient de plus en plus réel, bien là, ça commence à rentrer dans une nouvelle, c'est comme ça que la recherche fonctionne, ça finit par être quelque chose d'observé et de reconnu. Hein? Jusqu'au jour où ça recommence, il y a quelqu'un qui va dire oui, mais... moi, j'ai observé ceci, et puis là, il y a de nouveau des chercheurs qui vont se mettre à étudier ce phénomène particulier, et puis donc c'est comme ça que systématiquement la science avance. Ouais. Hein, parce que, je vous donne par exemple un exemple, au début, on pensait que c'était la Terre qui était au centre de l'univers et que tout l'univers tournait autour de la Terre, jusqu'au jour où Galilée a dit, mais non, c'est pas comme ça, hein, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Hein, donc, mais on a dû vérifier. Mais évidemment, ça posait énormément de questionnements, ça remettait beaucoup de choses en question. Et donc, d'ailleurs, Galilée, à un certain moment, il a renié en quelque sorte sa parole directement, puisqu'il a dit, de toute façon, bon, je retire tout ce que j'ai dit, mais pourtant la Terre, c'est comme ça que ça se passe, elle tourne autour du Soleil. Ouais. Donc... Je veux vous ramener au procès. Fait que le COVID, l'injection, ça a été quelque chose qui a réveillé l'Ordre des chimistes du Québec à cette poursuite. Parce que ce qui est intéressant, c'est au moment où la crise du COVID est arrivée, d'office, on disait le narratif, il disait systématiquement la seule porte de sortie, c'est l'injection. Okay? Il n'y a pas de médicament, ça n'existe pas, il n'y a pas de médicament.
D'un côté, c'était faux, et en plus de ça, bon, il fallait remettre en question, parce que tout chercheur se pose la question, est-ce qu'il y avait vraiment une surmortalité? Ouais. Hein? Et il y a des chercheurs qui ont montré à l'heure actuelle qu'au moment 2020, quand c'est arrivé, il n'y a pas eu de surmortalité. Oui, il y a eu des gens qui sont morts du Covid, à cause de ce virus, mais il n'y avait pas une surmortalité qui dépassait. Donc, il n'y avait pas un événement extraordinaire qui se passait. Ouais. Et Qu'est-ce qu'on avait intégré? Qu'est-ce qu'évoquait la poursuite contre vous? Et quel était, selon vous, le but de cette poursuite-là? Alors, justement, c'est ce qu'on disait, que pas de salut si on ne fait pas la vaccination. Or, moi, j'avais déjà, avant, pour les autres vaccins, j'avais dit, faites attention, des fois, il faut tenir compte des effets secondaires. Puis, je n'étais pas attaqué uniquement sur les vaccins. J'ai été attaqué parce qu'à un certain moment, quand on vous disait qu'il fallait porter de masques. Et donc, là, j'ai informé mes étudiants, j'ai donné un article de synthèse de plusieurs autres études de synthèse, donc qui récapitulait le tout et qui disait que les masques n'avaient pas une efficacité pour se protéger d'infections respiratoires supérieures. Et donc là, j'ai été attaqué. Et même, j'ai pu donner plus de 170 articles scientifiques. Wow. Et même le fabricant des masques mettait, faites attention, ça ne protège pas des infections respiratoires. Mais malgré tout, j'ai été condamné. D'accord? L'autre chose qui m'a condamné aussi, c'est par exemple, j'avais montré qu'en fonction du temps, il y a ce qu'on appelle une immunosénescence. Donc, que ça veut dire, bon, tout le monde vieillit. Tout être vivant vieillit, à un certain moment meurt. Et donc, d'ailleurs, on le sait, le cœur d'un homme de 20 ans n'est pas le même que quelqu'un de 90 ans. La force musculaire n'est pas la même. Mais pour le système immunitaire, c'est la même chose. Donc, la force du système immunitaire va diminuer en fonction du temps. D'ailleurs, on le voit, la capacité à faire des anticorps va diminuer quand on donne des antigènes d'étrangers. Et là, j'ai été condamné aussi. Vous avez été condamné à combien de chefs d'accusation contre vous? C'est toujours ce qu'on essaie de faire pour démolir quelqu'un, c'est augmenter le plus possible le nombre de chefs d'accusation. Okay? Donc j'en avais 11. 11. Et tous en lien avec le COVID? Non, je vous dis, il y en a quelques-uns qui ont été sur les vaccins traditionnels. D'autres, ça a été sur l'immunosénescence, donc le système immunitaire, les masques. Et puis, j'ai eu un chef d'accusation, c'était un peu particulier, où j'avais montré, enfin, c'était un article scientifique d'un chercheur de haut niveau aux États-Unis, Dr. Longo, professeur Longo, qui avait montré que pour contrer en quelque sorte ces effets secondaires d'une chimiothérapie, il avait remarqué, et à la fois chez l'animal et même chez l'homme, qu'en prenant un jeûne, uniquement au moment de la chimiothérapie, qu'est-ce qui se passait? Les effets secondaires ressentis par l'individu avaient diminué. Okay? Et ils ont recadré mon message, parce que j'avais marqué dans le titre, le jeûne aussi efficace que la chimiothérapie. Mais en bas, j'expliquais que c'était pas qu'il ne fallait pas arrêter la chimiothérapie. C'était associer le jeûne, et j'expliquais pourquoi le jeûne, en utilisant les articles scientifiques, notamment de ces chercheurs. Et par après, ça a continué. Hein. Donc maintenant, c'est bien admis. Vous avez été condamné à combien en fait d'amende concernant tous ces chefs d'accusation, en lien avec tous ces chefs d'accusation? Alors, au total, c'est à 11 000 $ pour 3 chefs d'accusation. Et puis, pour les 8 autres, j'ai eu une radiation d'1 année. Okay. Alors, vous allez me dire, oui, je ne suis plus membre de l'ordre, donc ça ne devrait plus me toucher. Mais en fait, ce qu'ils veulent montrer, c'est une jurisprudence pour les autres professionnels, pas uniquement les professionnels rattachés à l'Ordre des chimistes du Québec, mais à l'ensemble des professionnels. Donc, dire, si vous faites quelque chose et que vous dites quelque chose contre le narratif gouvernemental,
vous allez être pénalisé, vous allez avoir un retrait minimum, parce que moi, ils voulaient me mettre 3 années, minimum d'1 an, d'accord? Et pendant 1 an, si un professionnel perd sa licence, ben, il ne peut plus travailler, donc il n'a plus de gagne-pain. Donc on écrase l'individu, non seulement en l'attaquant en justice, en augmentant le nombre de chefs d'accusation, mais en plus de ça, on l'empêche de travailler. Et donc à ce moment-là, il ne gagne plus sa vie. Mais ce qui moi, me fait toujours mal au cœur, c'est de voir que non seulement on attaque le professionnel, on empêche qu'il gagne sa vie, mais très souvent, le professionnel, il a une épouse, il a des enfants, un conjoint, et donc, indirectement, on attaque aussi des innocents. Okay? Donc moi, je trouve ça, d'ailleurs, on le voit, par exemple, pour mon collègue Patrick Provost, non seulement lui il est attaqué, mais son épouse est attaquée, ses enfants sont attaqués, ses étudiants sont attaqués indirectement. Alors, c'est quoi le rôle de l'ordre professionnel? Mais normalement, c'est assurer en quelque sorte que le professionnel fonctionne, qui donne une qualité donc de service à la population. D'ailleurs, moi, il ne m'attaque pas sur la qualité de service que j'ai donné, c'est sur la déontologie. D'accord? Donc j'ai en quelque sorte déshonoré l'ordre. D'accord, avec mes propos. Donc c'est une question de mots, ce n'est pas une question de service à la population. Alors là, moi je me demandais, je dis, mais comment j'ai pu déshonorer l'ordre? Alors que j'ai été honoré par l'ordre quelques années et puis même pas ça, mais pendant tout le temps que j'étais en enquête, j'étais utilisé par eux-mêmes, par même le syndic, comme expert. C'est incroyable. Insensé. Ah oui. Okay, donc, et puis, à un certain moment, et d'ailleurs, au moment où j'ai vu qu'il m'attaquait, je me suis je me suis retiré de tous les... parce que j'étais membre donc de plusieurs comités de l'ordre des chimistes, et je me suis retiré de tout. Ouais. Est-ce que les ordres professionnels sont devenus au service d'intérêts privés? La première chose que j'observe, c'est que si on regarde au Québec, systématiquement, tous les professionnels qui ont critiqué, soit des fois, on doit avouer que des fois, il y en avait qui critiquaient, mais qui n'avaient pas d'arguments solides, scientifiques, durs. Mais même ceux qui avaient une logique de discours, qui observaient, qui montraient qu'il y avait des problèmes, ils ont été attaqués. Peu importe, mais c'était toujours attaqué parce que remettaient en cause ou critiquaient le gouvernement, systématiquement. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est, bon, comme je suis d'origine belge, je regarde ce qui se passe en Belgique, en France, en Suisse, et là aussi j'ai remarqué le même phénomène, c'est-à-dire que d'ailleurs, Dr Perron, il a été attaqué, Raoult a été attaqué aussi, Fouché a été attaqué aussi systématiquement. Donc, on s'aperçoit que les professionnels qui allaient contre le même narratif, et le narratif, il était le même dans tous les pays occidentaux. Et donc, systématiquement, quand on allait contre, eh bien, il y avait une concertation je dirais, occidentale, partout, c'était le même phénomène. Donc déjà, quand on voit cette concertation, on dit vraiment il y a quelque chose qui est, moi je dirais, au-dessus même du pays. Hein, donc, donc, à mon avis, c'est toujours des intérêts financiers extrêmement riches qui ont des intérêts et qui n'acceptent pas que monsieur et madame tout le monde réfléchissent. Et donc, à ce moment-là, on censure, on discrédite, on licencie, donc on congédie, on utilise tous les moyens pour taire cette voix contraire. Ouais. Dernière question en 30 secondes, on a déjà explosé le temps, professeur Linard. Un professionnel aujourd'hui, vous avez répondu, mais je vais quand même vous la poser indirectement. Un professionnel aujourd'hui a-t-il encore le droit de s'exprimer au Québec
et ou au Canada en 2024? S'il s'exprime toujours dans le même sens que le gouvernement, il n'y a pas de problème. Ouais. Par contre, s'il commence à questionner les positions d'un gouvernement, ou même à critiquer, par exemple, mon collègue, il faisait que remettre en question. Et donc, dès qu'on arrive, on remet en question, qu'on fait réfléchir les gens et qu'on critique, eh bien d'office, on est pénalisé. Incroyable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, professeur Merci. Lénard. Merci beaucoup pour votre témoignage aussi. On apprécie votre présence, on est de tout cœur avec vous, puis on espère que pour la suite des choses, ça va aller pour le mieux à partir de maintenant. Merci. Vous voyez, on vit dans une société... Je suis abasourdi. On parlait du docteur Béliveau dans le reportage, on parlait du professeur Provost. Là, on vient d'avoir le témoignage du professeur Christian Lénard, et vous l'avez vu par la lecture de son curriculum vitae, de ses études, que c'est pas, pardonnez-moi l'expression québécoise, c'est pas un deux de pique, le monsieur, là. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'études, qui a piloté des chaires de recherche, évidemment, qui a eu un succès planétaire et tout ça. Et parce qu'il se lève contre ce narratif dominant-là, on le censure, on lui met 11 chefs d'accusation, 11 000 d'amende. Il était déjà plus avec l'Ordre des chimistes du Québec, mais semble avoir la possibilité de revenir avec l'Ordre des chimistes du Québec pour la prochaine année. Donc, imaginez si quelqu'un est encore sous l'ordre, travaille, gagne sa vie, on vient d'y couper les vivres pour la prochaine année. Vous savez, quelqu'un qui me dit qu'on est en démocratie aujourd'hui en 2024, puis quelqu'un qui me dit qu'on a encore cette liberté d'expression au Canada et cette liberté de presse et cette liberté de religion et cette liberté qu'on vivait dans le passé, parce que le Canada aujourd'hui a vraisemblablement changé. Ce n'est pas le même Canada dans lequel nos enfants grandissent qui se compare au Canada dans lequel moi j'ai grandi, par exemple. Je vous donne un exemple, parce que pour moi, c'est extrêmement important avant de vous présenter le prochain segment de l'émission. Vous savez, on est en train de travailler pour la Marche pour la vie. Vous êtes au courant, on fait la mention de la Marche pour la vie à chaque semaine, et puis on en fait la promotion au 1er juin devant l'Assemblée nationale. On est en train de travailler pour pouvoir avoir un billboard, une pancarte marquée « Marche pour la vie », puis d'inviter les gens à être là pour faire la promotion de la vie de façon pacifique. On est en train de négocier avec une entreprise privée. Une entreprise privée. Cette entreprise privée-là me mentionnait qu'elle a un grand client qui s'appelle le gouvernement du Québec. Et il y a une clause dans le contrat qui stipule que toutes les manifestations doivent passer par l'acceptation du gouvernement. Imaginez, là, c'est une compagnie privée. Par l'acceptation du gouvernement avant d'être diffusée sur le billboard d'une autoroute, par exemple. Après ça, si vous me dites qu'on est en démocratie, puis on a la liberté d'expression puis de s'exprimer, on n'est plus là, là. Le Canada dans lequel on vit devient un Canada totalitaire, communiste, un Canada où on dicte le narratif. Puis si on n'a pas le même narratif que nos gouvernements, on est pénalisé, on censure, on a des répercussions. C'est pour ça qu'à travers ces manifestations-là ou ces prises de conscience-là ou de position-là, on est en train de départir les adultes des enfants parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à payer le prix de vivre selon ses convictions.